Mesdames et messieurs, bonjour. C'est pour moi un plaisir de vous accueillir à cette leçon inaugurale de la professeure Nina Kasanina, dont je vais dire quelques mots. Nina Kasanina obtient un diplôme de l'Université linguistique d'État de Moscou en 1999, puis un doctorat en psycholinguistique de l'Université du Maryland en 2005. Elle passe ensuite 2 ans à l'Université d'Ottawa comme professeure assistante avant de rejoindre en 2007 la faculté de psychologie de l'Université de Bristol. Elle y est nommée professeure associée en 2020. Ses recherches portent essentiellement sur la compréhension en temps réel du langage oral et écrit, en particulier dans les cas d'entrées linguistiques complexes et imprévisibles. Elle utilise pour cela des techniques d'enregistrement cérébral non invasives telles que l'électroencéphalographie et la magnétoencéphalographie. Ses travaux récents portent sur les représentations mnésiques et les mécanismes neuronaux soutenant le langage et notamment les processus cognitifs de base. Elle a également travaillé sur le développement du langage contrefactuel et de la négation chez les jeunes enfants. Ça nous rappelle un certain nombre de choses. Et sur l'interaction de ces compétences avec le contrôle cognitif et la capacité des enfants à comprendre leur propre fonctionnement mental et celui des autres, un mécanisme appelé théorie de l'esprit. Sur un plan translationnel, la professeure Nina Kasanina étudie la possibilité d'utiliser les réponses EEG automatiques précoces pour diagnostiquer la déficience cognitive légère et la démence. Elle est nommée professeure ordinaire au département des neurosciences fondamentales de la faculté de médecine de notre université en octobre 2023 et depuis quelques mois, elle dirige le pôle national de recherche, le NCCR Evolving Language. De plus, elle va illustrer aujourd'hui un autre aspect translationnel de ses compétences, à savoir sa capacité à apprendre une langue, le français, en un temps record. La professeure Kasanina a en effet décidé de relever le défi de faire sa leçon inaugurale dans la langue de Molière, ce qui, au moment où on en a discuté, semblait très ambitieux lors de son arrivée. Il doit y avoir un truc. Peut-être d'ailleurs le révélera-t-elle lors de sa leçon intitulée « Le cerveau qui parle, comprendre la base neuronale du langage ». Nina, nous nous réjouissons de t'entendre. Merci beaucoup, Antoine, pour cette présentation qui vraiment me prépare pour un grand échec maintenant. Je suis très ravie d'être ici. Merci pour cette opportunité de présenter et de partager avec vous ce que me semble très intéressant, c'est le langage ou langue. Et je voudrais commencer en discutant ce que ce mot signifie. Quand on entend ce mot, il y a beaucoup de variantes qui viennent à l'esprit. Par exemple, on peut penser de langues comme le français, le russe, l'anglais, le coréen, etc., qu'on apprenne, qu'on aime, qu'on parle, qu'on étudie. On peut aussi penser de la littérature ou de la poésie. Parfois, on voit dans le mot langue la capacité de communiquer aux autres autour de nous. Et pour les médecins, ici, par exemple, cela peut évoquer les troubles de langage, comme, disons, les troubles de développement ou l'aphasie ou les défauts, les pertes liées à la neurodégénérescence. Toutes ces variantes sont absolument valables. Chaque de ces variantes vient avec beaucoup de recherches. Mais pour moi, il y a encore un aspect de ce mot qui est le plus central pour ma recherche, c'est l'aspect de système structuré pour encoder et communiquer les messages. Et c'est ce sens de mon langage que je voudrais utiliser ici et de parler des principes de ce système et de ses bases neurobiologiques. Et en fait, cette approche au langage comme un système a été née ici en Genève il y a environ 120 ans. À l'Université de Genève, il y avait un professeur qui s'appelait Ferdinand de Saussure, qui a donné un cours célèbre maintenant, qui s'appelait le cours de linguistique générale aux ses étudiants. Le cours était retranscrit par 2 de ses étudiants et a été publié en 1916, après sa mort. Et vraiment, ça a eu un très profond effet sur le développement de la linguistique théorique partout.
Et le centenaire de ce livre, de cet ouvrage, a été célébré encore partout, et bien sûr ici à Unige aussi, notamment par l'inauguration de cet auditoire au bâtiment de Bastion. Et penser penser au langage comme un système structuré, comme proposé par De Saussure, est très important pour les neurosciences et pour les sciences cognitives. C'est parce que cette approche permet de placer le langage parmi toutes les autres capacités cognitives chez l'humain ou chez d'autres animaux. Par exemple, on peut on peut nommer quelques capacités, c'est la navigation, cognition numérique, l'action, etc. Et dans tous ces cas, il s'agit d'un instinct cognitif propre d'une espèce qui appartient à cette espèce. Par exemple, la navigation sur les longues distances est trouvée avec beaucoup d'animaux, mais pas de tous les animaux. Mais pour les animaux comme les oiseaux, les fourmis, les abeilles, c'est une capacité très importante. Voici une illustration je vais faire ça, une illustration très simple et très poignante de cette capacité. Voici une fourmi africaine qui habite en désert et qui navigue pour trouver de la nourriture. Vous voyez que la distance qu'il passe pour trouver la nourriture est assez longue et assez aléatoire. C'est cette ligne ici. Et puis, après qu'il trouve la nourriture, quelque chose de magique se passe. Il revient à son nid, dans une ligne presque droite. Et pour faire ça, on doit parler d'un système de navigation qui est très structuré, qui a beaucoup de capacités mathématiques, comme par exemple de calculer des vecteurs de déplacement, de les additionner, de les situer dans un espace de coordonnées en fonction de repères, etc. Ça doit être passé pour permettre à la fourmi de retrouver son nid dans cette manière droite. Et pareillement, le langage, néanmoins aussi, il existe les différents aspects de cette capacité chez chaque espèce. Par exemple, quand on parle des oiseaux qui aussi naviguent sur les longues distances, la chose qui est très importante pour leur calcul, c'est le champ magnétique terrestre. Et pour les chauves-souris, la chose qui est importante, qui n'est pas important pour les oiseaux ou pour les fourmis, c'est la capacité c'est le son sonore, c'est l'écho sonore, n'est-ce pas? Et puis pour les abeilles, c'est la position angulaire du soleil. Et pareillement, le langage est aussi, comme tous ces exemples, est aussi une structure très systématique avec ses propres calculs qui se passent. Et cette capacité d'effectuer ces calculs produit la compréhension et la production qu'on voit avec les hommes, chez les hommes. OK. Ensuite, en adoptant cette approche au langage, comme j'ai décrit, dans ce cadre biologique, je voudrais présenter quelques caractéristiques de ce système linguistique de deux parties. C'est la partie phonologique, c'est la partie qui se passe, c'est le son du langage, et la partie syntaxique. Okay? Je vais commencer avec la phonologie. Et comme tout son, c'est un exemple de connaissance phonologique. Comme tout son acoustique, les sons de la parole sont des objets physiques. Et ils sont des objets acoustiques avec des propriétés physiques. Ils varient selon des dimensions acoustiques. Je montre ici une dimension, n'importe quelle, où vous voyez deux clusters ou deux groupes de sons, le son D et le son T. Et ce sons sont distingués dans la plupart des langues. On peut prendre presque toutes les langues et on va voir que les locuteurs de ces langues vont distinguer des sons. C'est très
comme normal et c'est comme prévu, n'est-ce pas? Français, l'anglais, russe, etc., etc. Il y a un mot, il y a ces deux sons représentent deux phonèmes distincts dans ces langues, c'est-à-dire qu'il y a des paires minimales de mots qui sont différentes seulement dans ce son. Disons dou, tout en français, ou d'été en français, ou dom, tom en russe, etc. Mais il y a un cas qui est assez spécial, et c'est le cas de coréenne. Ce n'est pas la seule langue, mais c'est un exemple de langue assez paradoxale, parce que dans cette langue, les locuteurs produisent les deux sons D et T qui sont vraiment distincts. On peut les mesurer et vraiment voir la différence. Mais quand même, en perception, on ne distingue pas les deux sons. Dans ce cas, on décrit cette situation comme les D et T sont les variantes de la même phonème en coréen. Ça signifie qu'il n'y a aucune paire minimale de mots qui se distingue seulement dans ces deux langues, dans ces deux sons. Et c'est vraiment paradoxal, comme j'ai mentionné, que les Coréens choisissent de percevoir ces sons comme ça, mais c'est la vérité, c'est le cas. Et on voudrait savoir comment ça se passe. Est-ce que le cerveau perçoit bien de la différence au début et puis regroupe les deux sons dans une même catégorie, ou est-ce que le cerveau considère les deux sons comme identiques dès le départ? Pour aborder cette question, on a utilisé les réponses précoces du cortex auditif. Et toutes les expériences que je vais présenter aujourd'hui utilisent une technique qui s'appelle électroencéphalographie ou magnétoencéphalographie. Dans les deux cas, les deux techniques sont non invasives et ils enregistrent l'activité électromagnétique des neurones au niveau de cuir chevelu avec une résolution très fine, de l'ordre d'une milliseconde. Et dans chaque cas, les capteurs sont positionnés près de le cuir chevelu, comme vous voyez ici ou ici, par exemple, dans la magnétoencéphalographie. Et tandis que le participant est engagé dans quelques tâches. Par exemple, ici, les participants voient les images sur l'écran. On peut aussi présenter des sons, etc. Et sur ce graphique, vous voyez l'enregistrement qui vient de cette technique. C'est l'axis de temps ici et l'amplitude de l'activité électro-EEG ici dans ce graphique. Dans notre expérience, on a utilisé deux groupes, on a invité deux groupes de participants, le groupe russe et le groupe coréen, et les participants ont entendu la même séquence de sons qui était la séquence qui était composée de sons da et ta. Vous voyez qu'on a enregistré la réponse qui vient du cortex auditif. Ça a été déterminé par une expérience de contrôle, dans une expérience de contrôle. Et ici, je montre la réponse du cortex auditif au son da, c'est la ligne en bleu, et au son ta, c'est la ligne en rouge. Et vous voyez que pour le groupe russe, dans 100 millisecondes, les deux réponses diffèrent. Et c'est comme prévu parce que ce sont des sons différents, n'est-ce pas? Mais dans le groupe coréen, il n'y a pas de différence. Les deux réponses sont absolument identiques. On peut penser que les Coréens, par exemple, n'ont pas donné assez d'attention, etc. Mais pour ça, il y a une expérience de contrôle ici. Les mêmes participants ont été présentés avec une séquence de tons purs, 1 kHz et 1,2 kHz. Et vous voyez que les réponses de deux groupes est très, très similaires et les réponses sont là. Puis ici, on doit conclure que les connaissances phonologiques dans le cortex auditif sont appliquées très haut pendant 100 millisecondes et ils sont très rigoureux. Et après, il existe de nombreuses autres études similaires dans notre labo comme dans les laboratoires d'autres chercheurs. Et dans
dans de nombreuses langues, etc., comme, disons, les pairs estonien, finnois, français, japonais, anglais, russe, etc. Mais dans tous ces cas, la conclusion est la même. C'est que le cerveau adulte est soumis à un biais important lié à la phonologie de sa langue maternelle. C'est pourquoi c'est tellement difficile de percevoir les contrats qui ne sont pas les contrats natifs dans la langue dans des langues étrangères. Et comme vous voyez, c'est beaucoup plus difficile, même beaucoup plus difficile de les produire correctement. Et on peut demander à quel moment ce biais apparaît pendant le développement. La réponse est que les enfants commencent comme les auditeurs universels, mais le biais de sa langue maternelle développe assez tôt, très tôt en fait, pendant les premiers 6 à 12 mois de sa vie, de la vie. Ici, par exemple, vous voyez des données comportementales qui viennent du labo de Pat Kuhl, qui est une chercheure très célèbre dans cette oui, dans la psychologie de développement. Et vous voyez les données qui proviennent des enfants américains parlant anglais et des enfants japonais qui parlent japonais. Et vous voyez que à l'âge environ de 7 mois, les deux groupes sont très semblables à propos de comment ils comprennent le contrat entre les sons ré et lé. Les deux sons sont absolument distinctifs en anglais. Rice, c'est pas la même chose que lice, mais ils ne sont pas distingués en japonais. En japonais, on peut dire ri, li, c'est la même chose. Et puis, au bout de 2 ou 3 mois, vous voyez que les deux groupes de nourrissons se comportent très, très différemment. Les Japonais, les nourrissons japonais vraiment ont perdu commencent à perdre leur capacité de distinguer les deux sons, tandis que le groupe américain devient plus capable. Et ici sont les enregistrements de EEG du même groupe. Vous voyez que la réponse est pas, les réponses sont différentes pour les groupes natifs, c'est le groupe américain ici, et non natif, c'est le groupe japonais ici. Puis on parle qu'un nourrisson fait une trajectoire d'un auditeur universel à un prisonnier de la langue maternelle. Ce n'est pas vraiment la fermeture de cette capacité qui se passe à 12 mois. La fenêtre est ouverte pendant quelques années et vraiment ferme complètement presque près de la puberté. OK. Maintenant, on a parlé de capacité phonologique. Je voudrais passer maintenant à la connaissance syntaxique. Prenons une phrase, les enfants poursuivent les singes. C'est un exemple en anglais parce que c'est plus court et plus facile à illustrer. Naïvement, on peut penser que les phrases sont comme une séquence linéaire du mot provenant du dictionnaire mental. C'est le dictionnaire mental. Comme les perles enfilées sur un fil. Mais de nombreuses preuves linguistiques montrent que ce n'est pas le cas. Les mots s'insèrent en fait dans une structure hiérarchique dans laquelle certains mots dominent les autres mots asymétriquement. Et cette capacité et cette structure hiérarchique, syntaxique et asymétrique est vraiment très caractéristique pour la langue. C'est la capacité très spéciale pour les langues du système du langage sur laquelle les calculs linguistiques sont basés et sont effectués. Le cerveau humain puis doit être capacité de représenter cette structure pour effectuer les calculs linguistiques. Et notre question, c'est est-ce qu'on peut voir la réponse, est-ce qu'on peut voir la marque de ce processus? Ici, je commence avec une expérience
très élégante qui vient de groupes de Ding, par Ding et de groupes de Pöppel, qui ont utilisé la technique qui s'appelle marquage fréquentiel ou frequency tagging en anglais. On présente les participants avec une séquence de mots qui sont présentés toujours au même rythme. Chaque mot prend exactement 250 millisecondes. Ça dit que c'est un rythme de 4 Hertz. Je vais vous démontrer cette chose, si je peux. OK. Our poor paid friends, Bills, boss, wrote, dudes, drunk, sang, hums, fun, games, time, kind, words, warm, hearts, tall, guys, flee. OK. C'est pas vraiment une séquence naturelle, c'est pas la langue naturelle, mais quand même, pour les anglophones, c'est absolument clair que c'est compréhensible. Et cette séquence est composée de mots individuels. La raison pour laquelle on présente des mots tellement régulièrement, c'est parce que la méthode comme ça nous permet d'utiliser, de voir les données dans le domaine de fréquence. Et ça vraiment augmente comment s'appelle ça, la proportion de bruit à signal. C'est pour cette raison que cette méthode est très utile. Et ici, on voit que vraiment le cerveau a aucun problème de suivre cette séquence rythmique. Vous voyez le spectre fréquentiel qui vient de, je crois, 14 participants. C'est le data vrai, le données vrai, très clair. Et vous voyez qu'il y a un pic dans ce spectre qui se passe aux 4 Hertz, qui correspond au rythme du mot, aux 2 syllabes, parce que tous les mots étaient monosyllabiques ici. Dans l'autre condition, on a encore une fois, on présente les mots qui sont du même rythme, mais il y a un truc là. On a choisi les mots dans la manière que tous les 2 mots adjacents forment une phrase. Disons new plans, give hope, poor friends, pave bills, etc. Et encore, il y a encore un truc là, c'est que tous les 2 paires de mots adjacents forment une phrase complète, comme new plans give hope, poor friends pave bills, etc., etc. La présentation est la même, c'est un fait, une séquence sans intonation. Je vais la jouer aussi. Give hope, poor friends, paid bills, our boss, wrote, notes, drunk, dudes, sang, hums, fun, games, waste, time, kind, etc. Il vous semble qu'il y a quelque chose qui se passe probablement après chaque 2 ou chaque 4 mots, mais il n'y a rien là. Okay? Je peux vous montrer le signal acoustique, il n'y a rien là. Mais si votre cerveau, comme le cerveau de participant, peut suivre cette hiérarchie syntaxique, on va voir encore 2 fréquences dans ce spectre. Dans le spectre, c'est la fréquence de 2 Hertz qui représente la fréquence de phrase et la fréquence de 1 Hertz qui représente la fréquence de phrase complète. Et c'est ça ce qu'on a vu ici. Il y avait 4 pics. Encore une fois, c'est les dates réelles, c'est des données réelles. On voit 4 pics ici qui correspondent chacune à un des niveaux de cette hiérarchie syntaxique. Et après ça, beaucoup de labos ont répliqué ces résultats. Ici, les résultats de notre labo, la seule différence ici, c'était qu'on a utilisé les mots bisyllabiques et ça nous donnait une opportunité de distinguer les syllabes des mots, des phrases complètes. Et vous voyez que, encore une fois, on voit un pic très clair. Ici, c'est les données MEG. Qui représente chaque niveau de cette hiérarchie. Okay? Puis, on voudrait conclure que la hiérarchie syntaxique est vraiment réelle psychologiquement, et c'est ça qu'on voit ici. Mais il y a une critique qui est possible, et c'est que, en fait, dans toutes ces séquences, il y a encore une régularité qui se passe au niveau de mots. Parce que si on regarde la séquence ici, par exemple, chaque deuxième mot est un nom, n'est-ce pas? Plans, hope, friends, bills. Et chaque 4e mot est par exemple un adjectif ou un verbe. Et cette régularité elle-même peut donner les pics, probablement. C'est la critique quand même. Pour contrôler, et pour ça, on a besoin d'encore une expérience de contrôler ça.
C'est une expérience très simple. On a utilisé 2 conditions et dans les 2 conditions, on a alterné un nom avec avec une autre catégorie grammaticale. Dans la première condition, on a alterné les adjectifs et les noms comme said, skill, low, facts, live, frog. Et dans cette condition, chaque 2 mots peuvent former une phrase syntaxique. Et dans l'autre condition, adjectif-verbe, la séquence était aussi, aussi la même, mais on ne peut pas former une phrase d'un nom et d'un verbe. Puis ici, pour le cerveau linguistique, c'est seulement une séquence de mots et là, c'est la séquence de mots et de phrases aussi. On va voir si les réponses sont différentes. C'est en fait une simulation ici basée seulement sur la statistique des mots. Et vous voyez, si le grammaire, si le syntaxe n'est pas pris en vue, les réponses doivent être absolument identiques pour les 2 conditions, mais la réalité est ici. Vous voyez qu'il y a une très claire réponse au niveau de mots, comme prévu, et il y a aussi, dans les 2 conditions, mais il y a seulement, mais la réponse au niveau de phrases existe seulement dans la condition d'adjectif et nom. Ça signifie que, encore une fois, on voit la preuve neurophysiologique de la structure syntaxique hiérarchique et pas seulement la séquence, la statistique. OK. Je suis finie ici et je voudrais passer à la deuxième partie de ma présentation où je voudrais discuter comment on peut utiliser les données et les résultats de la première partie dans le contexte médical. Je vais parler de fonctions, de tests de fonctions cognitives ou linguistiques. OK, je commence avec un peu de contexte historique. Pendant les décennies, il était suggéré que la réponse MMN auditif, en fait, c'est la réponse qu'on a déjà vue et que j'ai oublié de mentionner. C'est la réponse qu'on veut dans la séquence de da et ta, la réponse qui marquait la différence, qui marquait le fait que le cerveau voit la différence entre les 2 sons auditifs. Cette réponse s'appelle Mismatch Negativity en anglais ou MMN. Pendant les décennies, on a été suggéré que la MMN auditif qui représente la détection de changement est un marqueur clinique de la cognition. Et c'est vraiment, si c'est le cas, c'est très utile, particulièrement dans les conditions ou dans les cas où l'évaluation cognitive est autrement difficile, par exemple, coma. Voilà, voici, vous pouvez voir l'amplitude de MMN marquée par la ligne la plus épaisse. C'est un peu difficile de voir ici, mais les barres, la hauteur de barres dans ce graphique ici représente cette ligne, en fait. Ici, la magnitude de MMN, comme en fonction d'état de patient, patients, 2 représentent ici l'état végétatif qui n'était pas réponsif du tout, et 7 ici représente un état de conscience partielle où il y a de réaction. Et vous voyez que l'amplitude de MMN augmente quand on se passe d'état végétatif aux états partiels, de conscience partielle. Et de manière plus globale, Risto Naatanen, qui était le père de MMN et qui était très intéressé par ces applications cliniques, a proposé que la MMN est un biomarqueur du dysfonctionnement cognitif à cause cognitif, mais aussi le marqueur de dysfonctionnement de récepteurs de glutamate NMDA. C'est un type de récepteur de glutamate trouvé dans les neurones qui est très engagé, qui joue vraiment un rôle crucial pour la plasticité synaptique, c'est-à-dire pendant l'apprentissage ou la mémoire.
Et ainsi, il y avait une forte tentative déjà pendant les décennies d'utiliser les réponses comme le MMN au test clinique, mais en raison du rapport signal-bruit assez bas, c'était pas possible parce que les données pour obtenir les réponses comme ça, on doit vraiment moyenner beaucoup de données entre les participants et aussi pendant des enregistrements très longs ou parfois les deux. Et ça ne devient pas pratique pour pour diagnostic de patients individuels. Mais on a déjà vu, mais j'ai déjà comme noté qu'on peut résoudre quelques problèmes comme ça en utilisant la technique du marquage fréquentiel. Et je vais, à cause de rapport bruit-signal qui est beaucoup plus élevé dans cette technique. Puis, regardons un exemple comment on peut évaluer l'organisation conceptuelle d'un individu. Ce qui est nécessaire dans les conditions comme, disons, l'aphasie progressive primaire ou la démence sémantique ou la représentation conceptuelle de l'individu détériore. C'est-à-dire que la catégorie sémantique qui est qui est distincte pour nous ne devient pas distincte, etc. Ici, vous voyez une expérience où des participants vu une séquence était présentée avec une séquence des images à une fréquence de 6 Hz. Chaque image durait pendant 160 millisecondes. Les images représentaient principalement les objets naturels. Par exemple, ici, on a une fleur, un canard, un arbre, un chien, etc., un coquille, etc. Mais chaque cinquième image ici représentait quelque chose qui était représentait un objet qui était fabriqué par un homme. Oups. OK. Vous voyez, oui, comme disons la lampe ou la maison, etc. En fait, dans la prochaine slide, je voudrais vous montrer cette séquence. C'était comme ça. Oui, très simple. Et puis, comme je viens de dire, chaque cinquième objet était un objet qui était fabriqué par un homme. Puis, il y a deux rythmes dans cette séquence. Le rythme qui est de base, qui est le rythme de 6 Hz, mais aussi un rythme de la catégorie rare qui se passe à 1,2 Hz. Okay? On va voir, on déjà se connaît que pour les jeunes participants sains, la réponse de cerveau montre les deux rythmes. Cela signifie que avec la présentation comme ça, rapide, le cerveau automatiquement et spontanément distingue les deux catégories de stimuli. Okay? Mais ici, on voudrait faire, notre tâche était de développer un test qui peut être appliqué facilement en clinique. Et pour ça, on a utilisé les capteurs, comment s'appelle ça, l'EEG mobile, comme ça, avec 7 capteurs dans chaque côté de la tête. C'était quelque chose de très simple qui coûte pas cher, etc. Et la qualité est aussi bas en comparant avec la qualité de EEG dans le labo. C'est pour cette raison qu'on voudrait voir si ça sera assez pour produire la réponse dans les jeunes participants. Et on a vu que c'était absolument assez. Vous voyez ici la réponse à 6 Hz, mais ce qui est plus important, à 1,12 Hz, qui correspond à la distinction de ces deux catégories, dans les participants jeunes et aussi, pour la première fois, dans les participants seniors sains. Okay? Et ce qui est intéressant, c'est que les réponses sont tellement fortes qu'on peut voir ça au niveau de chaque individu. Voici, c'est les réponses de groupe, mais aussi, ici, on
on montre la réponse de chaque participant. Il y avait 29 participants jeunes et 19 participants 19, oui, participants seniors. Et vous voyez que, sauf que quelques participants, même 3 minutes d'enregistrement de ce type très simple était assez pour enregistrer les réponses. Puis, bien sûr, c'est un très bon c'est un point de start pour utiliser ça dans la clinique. Et à la fin, je voudrais mentionner quelque chose de même type, mais sur la côté linguistique. Comme vous avez déjà vu, c'est la même expérience que j'ai déjà montrée, mais maintenant, je montre les réponses des individus aussi, et pas seulement les réponses de groupe. Et vous voyez qu'au niveau syntaxique, au niveau de suivi de la catégorie syntaxique, encore une fois, on peut voir la réponse dans presque tous les participants, pas presque ici, mais dans 14 de 20 participants. Mais encore une fois, c'est un enregistrement de 3 minutes. Si on prolonge ça, ça sera plus. On espère que ce sera même plus capable. Et en fait, les tests linguistiques sont très importants dans beaucoup de cas ou dans la clinique avec les conditions comme l'aphasie ou les troubles développementaux ou, comme j'ai dit déjà, la démence sémantique. Aussi dans le cadre éducatif, quand on teste les enfants dans l'école, disons. Par exemple, notre test assez simple qui suit les mots, les syllabes, les mots, les phrases complètes, peut donner les réponses à beaucoup de questions. Au niveau de syllabes, on peut savoir si l'enfant s'alignait sur une séquence auditive. Au niveau des mots, on peut s'adresser à la question si les enfants identifiaient, ou les enfants ou les adultes identifiaient les mots dans un discours continu. Au niveau des phrases ou phrases complètes, on peut savoir si le cerveau construit les phrases à la vitesse de la parole. C'est la vitesse de la parole ici, etc., etc. Mais pour ça, encore une fois, on doit savoir que les réponses dans ce niveau peut être enregistrées dans les individus et c'est facile à voir. C'est les mêmes données, encore une fois. Maintenant, vous voyez les réponses de 5 participants. En bas ici, c'est les participants avec les réponses les plus comme important ou élevé. Mais ce qui est plus important dans notre contexte, c'est les participants en haut ici qui ont montré les réponses les plus faibles. Et même en ce participant, vous voyez qu'il y a 4 niveaux qui sont registrables. OK. Et c'est maintenant que je me trouve dans le contexte de la faculté de médecine ici, je voudrais vraiment développer cette ligne de ma recherche et d'utiliser ces tests ou en clinique ou en contexte éducatif, etc. Et ça je suis presque à la fin de ma présentation. En rejoignant l'UNIJ, je fais partie maintenant de la faculté de la médecine, comme je dis, mais aussi je suis devenue membre du NCCR, Evolving Language. C'est un centre national de recherche, de compétences de recherche, qui focus sur l'évolution du langage dans le passé, son évolution actuelle et aussi la évolution future, en futur, dans un sens très global. Cela inclut la comparaison avec les animaux, les autres espèces, aussi l'impact et la comparaison avec l'intelligence artificielle, notamment des modèles des modèles de langage à grande échelle. Est-ce que c'est
c'est le mot, OK, large language model comme ChatGPT, disons. Et NCCR fait beaucoup de la recherche, mais aussi beaucoup d'engagement public. Je vous invite d'aller aux pages web de NCCR. Il y a maintenant un December Calendar là. On peut vraiment jouer chaque jour. Si vous avez Instagram, il y a plus de choses là. Vraiment, il y a beaucoup c'est une ressource que j'espère que vous allez aimer. Et la partie la plus plaisante, c'est de dire merci à tous mes collègues et tous mes collaborateurs avec qui j'ai travaillé pendant cette année et qui vraiment m'ont donné beaucoup de conseils, beaucoup d'expérience, beaucoup d'inspiration et parfois d'amitié. Ce sont des collègues, vous voyez les collègues avec qui je travaillais sur les études que j'ai présentées aujourd'hui et aussi les agences qui finançaient ces études ici. Aussi, ma vie ne sera pas complète sans mes collègues que je vois chaque jour. C'est les collègues de mon labo qui s'appelle Neurolingo Lab à l'université de Bristol. Et même hier, quand j'ai préparé cette présentation, j'ai réalisé que il y a cette labo maintenant à Unige, mais j'ai pas de photo et j'espère que j'espère que cette photo artistique ou pas photo, mais cette représentation artistique sera assez, pas assez, mais va être aimée par les membres de mon labo ici qui sont absolument super. Et merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Casanina, pour cette présentation absolument passionnante. Je suis sûr qu'il y a quelques questions dans la salle et donc on peut vous passer un micro si vous levez la main. Merci beaucoup, Nina, pour cette jolie présentation et ces données fascinantes. Je suis quand même surpris qu'avec vraiment de manière tellement rapide, le cerveau puisse tout de suite intégrer une phrase entière. Est-ce que tu penses que ça se fait encore dans un domaine plus un peu automatique, subconscient, on dirait, et après, il y a des processus plus tardifs qui prennent plus de temps pour vraiment les procéder et pouvoir les comprendre sur le plan conscient? Ou est-ce que tu penses que ça, c'est vraiment déjà conscient de ce qu'ils perçoivent avec cette fréquence très rapide? Merci pour ta question, Adrienne. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici parce que vraiment, c'est une séquence qui était assez courte, seulement 3 minutes, comme je dis. Mais il y a la phrase ici, par exemple, prend, OK, la phrase ici, pour être concrète, prend 1 seconde, n'est-ce pas? Parce qu'il y a 4 mots par seconde, puis on répète la phrase complète 180 fois pendant cette séquence. C'est beaucoup de... bien sûr, on va... pour les participants, c'est clair après un moment qu'il y a des choses qui se passent là, s'ils sont stratégiques. S'ils sont stratégiques ou non, on ne sait pas. Parce que c'est assez de... ces réponses sont là, même quand on dit « ne fais rien ». Même quand il n'y a pas de tâche du tout, bien que la tâche vraiment aide un peu et ajoute la réponse, l'amplitude de la réponse. Puis, c'est-à-dire qu'il y a une partie de cette réponse qui est absolument automatique et spontanée, mais il y a une autre partie qui, bien sûr, est augmentée par le fait que c'est une présentation assez systématique qui se passe 180 fois au niveau de la phrase, etc. Non, ce n'est pas la même phrase, c'est toujours des phrases différentes. C'était vraiment très, très fascinant. Si je ne me trompe pas, il y a maintenant les premiers groupes qui arrivent à faire les enregistrements avec résolution unitaire. Ils utilisent des neuropixels, comme a dit Chang à UCSF. Oui. Et je me pose la question, dans quelle mesure ça serait intéressant d'aller vers cette direction-là, aussi dans l'intérêt d'une translation potentielle de la compréhension du langage chez l'animal. Chez l'animal? Oui. OK. Oui, Eddie Chang, que tu as mentionné, il fait ça au niveau de phonologie
et au niveau de son, par exemple. Et au niveau de son, il y a beaucoup de similarités dans la structure, dans le système auditif de l'homme et des animaux. Là, on peut vraiment voir que la distinction entre D et T est comprise par les chinchillas, disons. Ou de parler, oui, c'est étonnant, mais c'est le fait. C'est parce que dans l'évolution, on a utilisé les choses qui étaient déjà là après nous. On a utilisé des contrats et des mécanismes qui étaient déjà chez les animaux. Et avec le syntaxe, les choses sont différentes parce qu'avec le syntaxe, même avec les deux groupes de participants, disons russes et coréens, si on utilise les participants qui ne parlent pas l'anglais ici, et en fait, il y avait une expérience comme ça dans ce papier, il n'y a pas de réponse au niveau de phrases ou de phrases complètes. Il y a seulement la réponse au niveau de mots qui sont réguliers. Est-ce que Merci. je réponds à ta question? Oui. OK. J'aurais 2 questions. D'une part, au début de votre présentation, vous avez parlé de ce cerveau d'enfant qui devient prisonnier de sa langue maternelle. Alors, le terme prisonnier m'a semblé peut-être imprudent. Comme russe, vous connaissez certainement la notion de servitude volontaire. Peut-être que le Très bien. cerveau qui accepte d'entrer dans une prison, il voit quelques avantages, soit parce qu'on lui sert la pâtée tous les jours, soit pour d'autres raisons. Ma seconde question, j'ai été frappé par cette phrase qui revient sans cesse, Anna's father harvest lemon. Mhm. Bon, je suis dur d'oreille, donc je n'ai pas tout suivi, mais il y a 2-3 jours, j'ai vu un film, Jaffa ou la mécanique de l'orange, qui raconte toute l'histoire du Proche-Orient, des origines de la Genèse à la fin des temps, à travers ce seul mot Jaffa, parce qu'il y a eu toute la question de l'appropriation des orangeries. Ce serait intéressant pour moi de savoir si, quand on fait de l'imagerie cérébrale, un mot qui peut être innocent au départ, mais qui prend tout à coup de l'épaisseur, des connotations à travers l'étymologie ou à travers des séquences logiques comme le lien entre une orange et la guerre au Proche-Orient, est-ce que ça affecte ce qu'on voit par l'imagerie? OK. Merci pour les deux questions. J'ai enlevé les, comment ça s'appelle ça, like, quote marks, les guillemets ici, mais c'est vraiment, ça doit être en guillemets. Parce que, pour deux raisons, parce que vraiment, en fait, pour deux raisons, parce que vraiment, ça se passe, je parlais de la première année, mais ça se passe, on peut vraiment apprendre une langue sans accent, au-delà de pour la première 12 ans avant de puberté, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est vraiment un service volontaire de quelque façon, parce que la raison pour laquelle on devient la prisonnier de langue, c'est pour être très rapide et très stable en comprenant la production. Parce que la production, on produit beaucoup de choses qui sont beaucoup de bruit. Par exemple, mon A et votre A seront différents. Ma voix et votre voix sont différents. Il y a beaucoup de co-articulation. Et on va vraiment le cerveau supprime toute cette variabilité afin de atteindre le sens du mot. Parce que c'est ça qui est important pour échanger des messages, n'est-ce pas? Pour communiquer. Puis, on peut penser de ça comme un service volontaire de cerveau, mais c'est un service volontaire qui montre l'instinct cognitif. Servitude, pas service. Oh, servitude, OK. Servitude, OK. C'est un nouvel mot pour moi. OK. Et à propos de votre deuxième question, vous parlez d'un cas, je crois, où il y a une association entre les deux mots qui existent dans cette situation pour les hommes qui ont vu le film, mais pas autrement, n'est-ce pas? Donc, je parle de la sémantique qui Oui. s'apprécie sans cesse au cours avec la culture. C'est ça, mais l'exemple que vous avez donné, l'exemple de guerre et l'orange, les oranges ne sont associés à la guerre, sauf que pour les gens qui ont vu le film, n'est-ce pas? Et il y a une expérience comme ça
qui utilisent des histoires assez comme paradoxales et ironiques. Disons, il y avait un Noah, oui, Noah, il y avait une histoire de l'amour d'un Noah. OK? Et c'est pas vraiment ce qui se passe. C'est une histoire pas naturelle, n'est-ce pas? Mais après avoir lu cette histoire, la connexion entre l'amour et le Noah est-elle développée? Et pour les gens comme ça, les gens n'étaient pas surpris quand on parlait de l'émotion de Noah. Puis on peut voir qu'il y a des choses qui se passent assez vite et qui sont assez plastiques. Si cette information reste là, je ne sais pas, parce qu'autrement, on va vraiment penser que les Noahs sont animés. Ce n'est pas vraiment le cas. On espère que ça ne reste pas. Mais l'information peut être là et il reste si vous voulez, si vous pensez de ce film depuis longtemps, disons. Merci. Merci pour cet exposé fascinant. Les barrières linguistiques sont aussi des barrières génétiques. Et ce que vous nous montrez, c'est qu'il y a un mécanisme qui augmente ce contraste-là en défavorisant encore plus des personnes qui essaient de passer dans un autre groupe. Moi, je viens de Belgique où il y a 2 langues, on se tape dessus mais sans se tuer. En Suisse, c'est pareil. Et je me demandais si ce phénomène que vous observez là, de diphtongues incompatibles entre 2 pays, était plus fréquent dans des zones de pays frontaliers en guerre que dans des zones de pays frontaliers en paix. Et si on avait une idée de la manière dont cette écologie du langage s'est établie, si le langage servait à communiquer seulement, on parlerait tous la même langue et tout le monde parlerait espéranto maintenant. Mais aujourd'hui, on constate que les langues sont extrêmement différentes, extrêmement revendiquées et que ceci est donc, est-ce que ceci peut être interprété comme une barrière frontalière? Je ne suis pas sûre que j'ai compris tous les aspects de ta question, mais je vais commencer à répondre. Tu m'as dit si c'est correct. Il y a des réponses. La situation que tu décris, c'est la situation bilingue. Et là, on peut voir que la langue bilingue de nourrissons, disons, ou des enfants ou même des adultes, vraiment est beaucoup plus plastique dans le sens de les contrats qui sont utilisés dans les 2 cas sont natifs pour ce cerveau. Et avec les nourrissons, on peut montrer ça. On peut, par exemple, prendre ces enfants ici, japonais, les présenter avec re et le, la distinction. Et si on fait ça même pendant, je crois, disons, 3 sessions de 30 minutes chaque, quelque chose comme ça, la distinction reparaît. Et cette chose frontalière, je n'ai pas compris vraiment ce que tu... Dit que ce mécanisme réduit encore les possibilités d'échange à travers une frontière linguistique parce qu'il stigmatise encore plus une personne qui arrive dans l'autre groupe et qui a un accent et qui ne comprend pas. Et donc, est-ce que c'est associé à des difficultés particulières au niveau des frontières entre des pays? Si on compare des pays qui parlent des langues, qui arrivent à distinguer les phonèmes dans leurs 2 langues, est-ce que c'est un facteur stabilisateur? Est-ce qu'on sait ça? Est-ce qu'il y a des données historiques ou des données politiques pour mettre des... Il y a une réponse courte à une question très longue. Je vais dire oui. Ce qui est absolument clair, c'est que la langue est utilisée comme une sorte d'armée, n'est-ce pas? Parce que on distingue à propos de langue, les groupes sont forts comme ça. S'il y a quelque chose au niveau auditoire là, au niveau de son, je ne sais pas. Bien sûr, l'accent est très clair, etc. Mais probablement, on peut discuter ça après parce que je vois que... Oui, je crois qu'il faut qu'on arrive gentiment à la fin de cette présentation. Il y a encore le temps pour continuer les discussions, et notamment pour des questions un peu complexes autour de l'apéritif qui nous attend dehors. J'aimerais remercier encore une fois la professeure Casanina pour cet exposé et puis lui remettre... et lui remettre un pull qu'il faudra utiliser pour la première photo du groupe Neurolingo UnigE, dont j'aimerais avoir une copie pour qu'on puisse la publier sur LinkedIn. Merci pour cette présentation, merci pour toutes les bonnes choses. Oui, et c'est en français. Hein. C'est en français, pas sûr. Voilà, très bien. Merci encore et on se retrouve pour l'apéritif. Merci.